L'audience. Puis vous asseoir. Assermenté de témoin, bonjour madame. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Geneviève Quentin, je suis présidente, directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Merci. Votre témoin. Bonjour madame Quentin, vous allez bien ce matin? Ça va bien, vous, maître Anger? Très bien. Est-ce que vous pouvez juste, je sais que vous avez une longue feuille de route professionnelle, mais juste en quelques mots, les grandes lignes de votre parcours professionnel? Oui, en fait, disons, j'ai fait un bac en droit, études collégiales en communication, je voulais être journaliste juridique et finalement, j'ai fait un peu de politique fédérale au début de ma carrière à Ottawa avec un député. Et par la suite, je suis revenue vers Québec où j'ai fait mon barreau. Et j'ai par la suite travaillé dans les événements, donc Festival d'été de Québec aux commandites. Donc j'ai un parcours un peu atypique, mais le droit, c'était vraiment un moyen pour moi d'avoir une formation vraiment adéquate. Ça mène à tout. Puis par la suite, bien c'est ça, je suis allée, on a déménagé souvent avec la famille, donc j'ai travaillé aussi au barreau du Québec, à la direction des communications, et depuis 2013 au ministère du Tourisme à titre de conseillère experte, directrice adjointe, directrice, et pour finalement devenir directrice de cabinet en 2022, donc de passer du côté administratif de la fonction publique vers le côté politique. Je demanderais juste, Mme Quentin, je vous pose des questions, mais vous répondez à Monsieur le commissaire. Désolée. Mais c'est l'usage. Merci. Donc, vous arrivez au cabinet de Mme Guilbeault en octobre 2022 comme directrice de cabinet. Vous y êtes pour combien de temps? J'y ai été jusqu'au 6 mai 2024. Donc, je dis que c'est presque 2 ans, mais dans les faits, c'est environ 1 an et demi. Mais c'est 4. Finalement, c'est 4 sessions parlementaires là, pour lesquelles j'ai exercé mon travail. Pour moi, c'est important de terminer un des dossiers majeurs de la ministre qui était l'Agence des transports. Pour quelle raison vous avez quitté? En fait, j'ai pas quitté. J'ai choisi le nouveau poste qui m'était offert. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie touristique pendant tellement d'années. J'ai été fonctionnaire, comme je le mentionnais tout à l'heure, plusieurs années au ministère du Tourisme. Et précédemment ça, j'étais dans l'industrie touristique, dans les festivals, Carnaval de Québec et tout ça. Donc, pour moi, c'était un naturel d'exercer un poste de PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et de pouvoir contribuer au secteur que j'aime. Mais la fonction publique, pour moi, était mon choix de prédilection depuis le début. Comment ça fonctionnait, le cabinet de Mme Guilbeault, quand vous y étiez directrice? Juste peut-être, vous voulez savoir comment mon rôle est joué? En termes de nombre de personnes, votre rôle, comment le travail fonctionnait? Donc, en fait, c'est ça, j'arrive au début, à la fin octobre, c'est le 20 ou le 22 octobre que la ministre a été assermentée. Donc, je prends mon rôle la journée même, bien entendu. Et là, l'idée, c'est de former le cabinet. Donc, il y a quand même 2 personnes qui sont déjà nommées. Il y a le directeur de cabinet adjoint de la ministre, qui était déjà directeur de cabinet adjoint au transport sous Mme Rouleau, donc ministre déléguée à l'époque, M. Mario Lapointe. Et j'avais également le directeur des communications qui était déjà nommé. Donc, par la suite, il faut monter le cabinet. Et je ne viens pas du politique, donc c'est sûr que pour moi, c'est un exercice supplémentaire parce que j'ai pas tous les contacts qui sont nécessaires à aller chercher les ressources. Donc, rapidement, c'est ça. Alors, finalement, de bouche à oreille, des gens qui étaient vraiment pertinents, qui étaient déjà au cabinet, qui sont restés, notamment Marc Fréchette. La ministre travaillait déjà avec M. Gravel depuis 4 ans au ministère de la Sécurité publique. Il y avait un intérêt à s'en venir avec nous au transport, donc on a engagé M. Gravel quelques jours après la sermentation. Et, grosso modo, on a monté le cabinet comme ça. Donc, ultimement, on est environ une dizaine de personnes au cabinet. Qui est responsable des dossiers de la SAQ? En fait, c'est Dave Gravel. Là. Naturellement, je ne vous cacherai pas que j'ai écouté son témoignage ce matin. Donc, effectivement, qu'au début, moi, je suis une gestionnaire. Hein, donc, ça fait plusieurs années que je suis gestionnaire au gouvernement. J'ai été gestionnaire aussi dans le privé. Donc, pour moi, c'est important de trouver les bons profils avec les bons dossiers. Donc, en parlant avec tout le monde, qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? On n'a pas des spécialistes de tout, mais en fonction du type de personne qu'on a devant nous, on est capable de choisir les dossiers. Donc, c'est Dave Gravel. Là, je vous dirais, essentiellement,
de mémoire, la première fois qu'on a titré un dossier de la SAC, c'était Dave Gravel. Et c'est quoi le rôle d'une directrice de cabinet dans tout ça? Bien, une directrice de cabinet, son rôle, c'est de coordonner bien sûr, le cabinet, de faire les relations entre l'administratif et le politique, de travailler en coordination aussi avec l'ensemble des autres ministères, des autres cabinets des ministères, bien entendu. Donc, on reste au niveau politique, de s'assurer que l'information soit transmise à la ministre, qu'elle ait accès à tout ce qu'elle a besoin, qu'elle soit prise en charge au niveau de son organisation pour qu'elle puisse se concentrer sur ses dossiers. Puis Dieu sait qu'elle était très concentrée sur ses dossiers. Donc c'est ça. Le rôle d'un directeur de cabinet, je fais un peu des fois un parallèle avec le chef d'orchestre. C'est ça. On s'assure que c'est bien coordonné. C'est vraiment le rôle d'un gestionnaire, mais d'une équipe. Puis on s'assure que c'est ça, les dossiers sont bien divisés, que l'information importante est donnée, puis que les discussions sont bien établies avec l'administratif. Et est-ce que normalement, là, quand des conseillers politiques travaillent sur des dossiers, le canal d'information vers la ministre, ça passe toujours par vous? La plupart du temps, je dirais. C'est sûr que il a fallu qu'il y ait une petite adaptation, parce que notamment, M. Gravel travaillait déjà avec la ministre dans le premier mandat. Alors, mais ça s'est fait très rapidement, là. Donc, en général, là, je vois tout. Et même elle me mettait assurément en communication de tout ce qu'elle transmettait, là, du moins ce qu'elle pouvait faire, là. Mais vous y avez fait référence, donc je comprends, parce que donc M. Gravel, comme il connaissait bien Mme Guilbeault, avait peut-être un canal de communication qui n'était pas usuel, puis communiquait directement avec la ministre sur certaines choses. Bien, comme je vous mentionne, je ne peux pas témoigner de ça parce que je ne le sais pas, mais c'était très clair pour moi dès le départ que les communications devaient passer par moi. Mais si je vous dis que M. Gravel, je veux dire, je comprends que vous ne pouvez pas témoigner sur ce que vous n'assistez pas, ce que vous ne voyez pas, mais vous pouvez des fois constater a posteriori que M. Gravel a eu des communications avec la ministre directement. Là. Est-ce que c'est le genre de constat que vous avez fait durant votre mandat? Bien, ça peut arriver, mais comme je vous dis, c'est arrivé, c'était au début, puis c'était vraiment anodin. Là. Il n'y avait pas de... C'était pas, à mon sens, là, c'était pas des choses qui étaient... qui devaient pas être à mon attention. Bon, vous avez écouté le témoignage de M. Gravel ce matin. Oui. Donc vous allez voir quelques-unes de mes questions revenir. Je lui ai demandé de décrire un peu le style de gestion de Mme Guilbeault. Est-ce que vous pourriez le faire de votre côté? Comment vous l'avez perçu? En fait, Mme Guilbeault, c'est une femme excessivement proactive. Quand on a commencé à travailler ensemble, on ne se connaissait pas. Donc, rapidement, il fallait mettre en place notre structure, là. Alors, je l'ai vue tout de suite s'impliquer dans les dossiers, prendre connaissance des dossiers. Elle a une mémoire phénoménale. Donc, tout ce qu'elle lit, elle le retient. Puis, si elle se fait présenter quelque chose, faut être sûr qu'elle s'en souvient. Donc, c'est quelqu'un de très, très rigoureux, qui travaille bien avec son administratif, qui travaille bien avec son politique, mais elle aime avoir des vraies réponses, puis elle aime savoir où elle s'en va. Donc, c'est ça. C'est une femme de caractère, mais c'est ça. C'est quand même galvanisant quand tu travailles avec quelqu'un comme ça, puis qui veut vraiment que ça fonctionne. C'est une travaillante, Mme Guilbeault. Très travaillante. Dans un dossier, c'est quoi les intérêts principaux qu'elle peut avoir? Là, vous avez été sa directrice du cabinet, vous devez préparer les dossiers pour elle. Qu'est-ce que vous vous souvenez des choses sur lesquelles il faut porter attention? En tout respect, M. Ranger, là, même M. Gravel disait ce matin qu'il préparait les dossiers, tout ça. On les prépare, mais elle aussi, elle se prépare beaucoup. Donc, souvent, elle a quand même une expérience politique pas mal plus importante que la mienne au moment où on commence à travailler ensemble. Moi, c'est mon premier chapitre à titre de directrice de cabinet. Donc, elle a déjà la connaissance de l'administratif, comment travailler avec eux, comment poser les questions. Donc, elle veut s'assurer que ça fonctionne. Donc, oui, elle pose les bonnes questions. Elle va anticiper aussi, des fois, certaines situations. Elle veut toujours en savoir plus que passer. Donc, elle est très préparée. Mais là, vous restez dans la description de son mode de travail. Moi, je vous demande, est-ce qu'il y a dans un dossier des sensibilités particulières qu'elle peut avoir?
Bien, écoutez, là, c'est sûr. On peut peut-être aller sur ça clic tout de suite, si vous souhaitez. Je vous invite à rester en général, écoutez, on est arrivé au cabinet dans le coin du 20-22 octobre. Là, je ne me souviens pas de la date exacte de la sermentation, mais c'est un ou l'autre. Et tout de suite, on a à gérer la fermeture du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine puis des travaux du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, elle se plonge dans le dossier. Elle demande des rencontres avec les fonctionnaires. Elle s'assure d'avoir toute l'information pertinente au dossier. Elle va sur le terrain. Elle va rencontrer les fonctionnaires qui travaillent au dossier, les ingénieurs, elle est partout. Donc, c'est vraiment important pour elle d'être très, très impliquée quand elle lance un dossier ou quand un dossier fonctionne ou fonctionne, qu'il y a des enjeux. Là. Comment s'est passée la transition de votre côté avec le cabinet Bonnardel? En fait, moi, de mon côté, M. Lépine, qui était le directeur de cabinet adjoint, je le vois une fois par semaine aux rencontres de directeurs de cabinet les mardis. On a eu un échange téléphonique, bien entendu, au départ, puis il m'a tout de suite dit que s'il y avait quoi que ce soit, de me faire signe. On est sur le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, donc c'est vraiment ça qui est pressant. On sait que CASA va être important, puis moi, je ne suis pas tellement au fait du dossier, là, bien honnêtement, là, de sa clique et tout ça. Je sais que ça s'en vient, mais médiatiquement, là, je le connais d'une contribuable moi-même. Donc c'est ça. Alors, monsieur, voyons, c'est ça. Donc, on est dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, puis, je m'excuse, j'ai comme... Non, je vais résumer ce que je comprends. Donc, vous le voyez tous les mardis. Je comprends que c'est des rencontres excusez-moi, tous les M. Lépine. Voilà, tous les chefs de cabinet du gouvernement. Donc, c'est ça. Donc, je le vois tous les mardis aux rencontres de directeurs de cabinet. On s'est parlé au téléphone. Il m'a assuré de sa pleine collaboration pour la suite des choses. Pas rien de particulier à soulever. Puis, bien sûr, c'est ça, ce qui porte attention au départ, c'est le tunnel. Puis, bien entendu, par la suite, on a eu à travailler certains dossiers ensemble. Notamment, il travaillait pour le ministère de l'Emploi, donc on avait des dossiers à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'il vous dit sur CASA dans cette transition-là? On n'en parle pas. On n'en pas mention? Non, on n'en parle pas parce qu'on est vraiment dans une discussion un peu plus informelle du début. On sait qu'on va se voir à tous les mardis. Puis le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine est vraiment l'élément qui nous préoccupe. Puis la vérité, c'est que je sais qu'on va avoir une rencontre avec le PDG de la SAC quelques jours plus tard. Donc, tu sais, j'ai pas nécessairement plus d'intérêt à poser des questions là-dessus, d'autant plus que je ne connais pas profondément le dossier. Là. Comme je dis, j'arrive au transport, puis je le connais des médias. Donc, en 2022, vous connaissez ce dossier-là, l'existence comme contribuable? Comme contribuable, uniquement. Puis qu'est-ce que vous connaissez de ça? Bien, que ça va être une transformation numérique la plus importante du gouvernement, la première. Puis qui va donner naissance à d'autres transformations numériques pour la suite. Vous avez pris ça où, cette information-là? Dans les médias. Dans les médias. C'est quoi, vous, la fréquence de vos contacts avec la SAQ durant votre mandat? Ouf. Bien, au départ, la première rencontre que j'ai eue avec M. Marcellet a été le jour de la sermentation de la ministre, puisqu'il se trouvait au Salon Rouge. Donc, après la sermentation, je suis allée rencontrer la ministre et j'ai rencontré par la suite beaucoup de gens ce soir-là, dont M. Marcellet. On a rapidement établi avec la ministre et M. Marcellet qu'on allait se rencontrer pour discuter, qui nous présente l'entièreté du dossier CASA. Donc, elle dit, là, je vais gérer le tunnel, mais dès mon retour, je vais revenir vite. On se rencontre pour que vous puissiez nous présenter le projet CASA. Ce qui nous mène à la rencontre du 2 novembre, c'est exact? Oui, exactement, la rencontre du 2 novembre. Je vais y revenir peut-être avant qu'on rentre dans cette rencontre-là. Est-ce exact de dire qu'il y a à peu près des rencontres mensuelles avec la SAQ de votre part là, pendant la durée de votre mandat? Avant, écoutez, non, on ne peut pas faire ce raccourci-là parce que au départ, on en a à peu près, tu sais, j'en ai une le 2 novembre, j'en ai une rapidement le 14 novembre où je fais en sorte que mes équipes rencontrent l'équipe de la SAC. On a une rencontre le 29 novembre, Dave Gravel, moi, Denis Marcellet et sa VP, Marie-Ève Beaulieu, au cabinet. Et par la suite, des échanges téléphoniques et on s'en va en janvier. Puis après ça, dès que ça explose, c'est quotidien
à la demande de la ministre, on a mis une cellule de crise. Donc, c'est à tous les jours à partir du 6 ou 7 mars quand la ministre revient de mission. Je sais que je vais un peu plus loin, là, mais c'est pour vous contextualiser que non, je ne pense pas qu'il y ait eu un moment où on s'est rendu à seulement un mois, en fait, avec M. Marcellet, avec M. Ducharme, quand M. Ducharme a été nommé le 6 avril, là, on a passé aux semaines et ensuite, on a passé aux 2 semaines, parce qu'on est passé au mois. Voilà. Bon, venons-en à la rencontre du 2 novembre. Qui organise cette rencontre-là? Bien, je pense que c'est moi, là, mais c'est notre responsable de l'agenda là, qui convoque la rencontre. Donc, il y a Denis Marcellet, Marie-Ève Beaulieu. Puis là, c'est drôle parce que je me rappelle pas que Karl Malenfant est là, mais c'est sûr qu'il est là. Mais je m'en souviens pas à ce moment-là. On se fait présenter le dossier CASA. Puis ça porte uniquement sur ça. Puis quel genre de présentation vous faites? C'est une présentation de mémoire PowerPoint, là. Donc, très globale. Il faut savoir que M. Marcellet a travaillé avec la ministre des Transports dans le passé. Elle était au bureau du coroner quand lui était responsable là-bas. Donc, il est très amical, très familier. Il l'appelle par son prénom, il la tutoie. C'est toujours très friendly. Je m'excuse pour l'anglicisme, mais on est vraiment dans cette ambiance-là. Il n'y a pas de problème, ça va bien. D'ailleurs, à ce moment-là, il fait aussi la tournée de tous les ministères pour parler de son projet, dire à tout le monde comment CASA va révolutionner ou sa clique va révolutionner le système du gouvernement du Québec. Donc, il a le temps de faire ça. Alors, pour nous, c'est sûr que c'est vrai que ça va bien, là. On n'a aucune raison de douter de sa loyauté ou de son honnêteté. C'est quoi le genre de préparation que vous devez faire avec la ministre pour une rencontre comme celle-là? Bien là, on est au début, encore une fois. J'ai pas une expérience grande d'une direction à titre de directrice de cabinet, pardon. Donc, on est vraiment dans... elle revient un peu de sa crise du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Je ne pense pas avoir reçu les documents d'avance, honnêtement. Je pense qu'on a une présentation séance tenante. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de préparation, là. On se fait présenter le projet. Si les documents étaient remis à l'avance, c'est quoi le genre de préparation? Ça dépend quand est-ce qu'ils sont remis. Parce qu'on est toujours dans la crise, tu sais. C'est ça un cabinet aussi, c'est qu'on est beaucoup dans la gestion d'énormément de dossiers. Là, on a le tunnel, il y a ça à clic, on suit le 3e lien, on a le tramway, le projet de ligne bleue, le projet structurant du REM de l'Est. Donc, tu sais, c'est sans arrêt. On est dans beaucoup, beaucoup de dossiers. La sécurité routière, il y a des tragédies aussi pendant ce temps-là. On gère aussi les problématiques relatives aux accidents de la route. C'est majeur. Donc, c'est sûr que, dépendamment du moment où on nous envoie de la documentation, bien, on en fait la préparation qu'on peut. C'est quoi cette préparation-là? Bien, prendre connaissance minimalement des dossiers, des documents, puis par la suite, de pouvoir identifier ensemble avec la ministre. Mais la ministre se prépare, comme je vous dis, très, très bien, elle aussi, là. Donc, d'identifier des questions potentielles, des choses qui pourraient nous rendre... c'est ça, des éléments sur lesquels on voudrait avoir des réponses. Et vous en faites part verbalement à la ministre? On en parle ensemble, oui. On est pratiquement tout le temps ensemble. Là, à chaque jour, on se voit puis on discute. Je n'ai pas de statutaire avec elle comme telle. C'est très... elle arrive, on est ensemble. C'est comme on est comme mariés. Comment se termine la réunion du 2 novembre? Encore une fois, super bien. Dans cette rencontre-là, le seul élément qui est soulevé, puis encore une fois, ça va revenir souvent dans mon narratif, mais mes réflexes sont plutôt des réflexes de fonctionnaire et non des réflexes de politique. Donc, dans cette rencontre-là, on nous mentionne qu'il y aura potentiellement 2 dates pour mettre en place les phases de déploiement. Donc, la première date identifiée, c'est décembre, entre Noël et le jour de l'an, 3 jours. Ayant une expérience de la fonction publique administrativement, sachant que tout le monde est en vacances, je pose la question. Êtes-vous sûr que c'est un bon moment? Êtes-vous sûr que vous êtes prêts?
parce qu'on s'entend que s'il se passe quelque chose, que le déploiement ne se passe pas bien et que, ultimement, vous finissez par pas être capable de mettre en place la structure comme telle ou l'implantation comme il faut. Vous n'aurez pas, excusez-moi l'anglicisme, mais vous n'aurez pas de backup au niveau des ressources humaines parce que tout le monde est en vacances, puis on est dans la fonction publique. Donc, les gens sont syndiqués. Donc, quand ils sont en vacances, ils sont en vacances. Alors, il nous parle aussi de la date de février. De mémoire, c'est le 16 février là, pour une implantation sur 2 semaines, dans une période qui est pré-rush, mais qui est pas tout à fait... Tu sais, qui est quand même une période identifiée comme étant une bonne période pour déployer ça. Je me rappelle très bien que et la ministre et moi, malgré le fait qu'on s'est engagé à ce que ça ne dépasse pas le 31 décembre 2022, la date de déploiement, on voulait que ça fonctionne. Donc, le plus important, c'est que ça fonctionne. Donc, les budgets sont respectés. C'est écrit dans le PowerPoint qu'on reçoit. Donc, ça, on ne pose pas plus de questions parce que le budget est respecté. On nous le dit. Et en plus, on est juste en train d'identifier si c'est mieux de déployer entre Noël puis Jour de l'An ou en février. Donc, on leur demande de nous revenir à cet effet-là. De vous revenir, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, qu'ils nous disent finalement quel choix ils feront entre le déploiement entre Noël puis Jour de l'An ou en février. Donc, c'est le seul suivi qui est demandé de votre part? Oui. Une simple information de la date qui va être choisie. Bien, ça peut avoir l'air d'une simple information, mais dans les faits, le projet roule. Comme je vous le mentionne, M. Marcellet est extrêmement confiant. Il est heureux. Il est vraiment dans un contexte bon enfant. Là. On est bien, c'est le fun, c'est agréable, c'est puis très content de nous dire qu'il en parle à tout le monde. Donc, on n'est vraiment pas dans une gestion de crise. Et mon expérience, encore une fois, de fonctionnaire, c'est que je sais comment je parle au ministre quand il y a un problème ou dans mes cabinets, comment j'amenais la question. Donc, clairement, s'il y avait eu un enjeu, on devrait le savoir à ce moment-là. Dans des rencontres à haut niveau comme ça, le ministre est là, chef de cabinet, le dirigeant de l'organisme en question. Est-ce qu'il y a une adjointe exécutive qui dresse des procès-verbaux justement pour qu'on ait une mémoire de ce qui s'est dit? Pas nous. Pas vous? Non. Ça se fait pas, ça? Non. Non, en fait, je vous dis ça, c'est pas vrai. C'est vrai, à la SAC, il n'y a pas eu de gens qui ont pris des notes. Par contre, quand on avait nos rencontres avec le sous-ministre du ministère des Transports, là, il y en a. Mais avec la SAC, non, pardon. Avec la SAC... La précision est importante. Oui, merci. Et vient d'où cette différence entre les rencontres avec le sous-ministre et les rencontres d'un dirigeant? Bien, c'est pas nous. Tu sais, nous, on n'a pas d'adjointe exécutive au cabinet. Tu sais, c'est pas notre rôle de garder les suivis administratifs. Tu sais, la grande différence entre le politique puis l'administratif, c'est que le politique va donner la cadence. Tu sais, il va influencer, il va dire, moi, voici mes priorités, voici les mandats que je dois réaliser cette année. L'administratif, c'est celui qui est dans l'opérationnel. C'est lui qui est stratégique. À connaissance des organismes d'État, là, ils ont des adjointes exécutives. C'est ça, exactement. Il n'y en avait pas, quand il y avait ces rencontres-là, même si on était à la SAC, il n'y a pas d'adjointe exécutive qui moi, des procès-verbaux. J'ai pas de mémoire qu'il y a un adjointe exécutive qui fait des procès-verbaux, même dans les rencontres que j'ai tenues à la SAC. Même à la SAC. Merci de la précision. Donc, pour revenir, on en était sur la fin de la rencontre. Donc, ce suivi qui est demandé par la ministre de votre part, c'est informez-nous de la date de lancement. Du déploiement pour qu'on puisse véhiculer l'information aussi à la population, aux citoyens et également aux différents députés. Là, la ministre souhaitait vraiment qu'il y ait une rencontre avec les 125 députés peu importe le parti, là, pour que tout le monde soit au courant puis que partout, on soit prêt là, à gérer ça. 11 ans à gérer ça étant le lancement. Oui. En quelques mots, M. Gravel a témoigné longuement ce matin là-dessus, mais c'est quoi votre implication dans le lancement de SACLIC? En fait, le lancement, aucune, dans le sens où l'implantation informatique, j'ai malheureusement pas ces connaissances-là. Mais du moment où ça commence à chauffer, là, on est mis au fait, on entend la grogne, ça commence à sortir médiatiquement. On a aussi des échos un peu parcellaires de la SAC, que c'est pas tout à fait encore parfait, c'est pas rodé. La ministre, à ce moment-là, est en mission. Elle est en mission en France
France et en Norvège, si je ne me trompe pas, sur les transports collectifs pour aller s'inspirer de modèles en transport collectif. Et elle demande d'être rapatriée, je pense que c'est le 6 mars, si je me souviens bien, parce qu'il n'est pas question qu'elle gère la crise à distance ou qu'elle a l'air de faire d'autres choses quand il y a une crise aussi majeure au Québec. Donc, dès son retour, elle met en place une cellule de crise où, à chaque jour, pendant 1 mois, la ministre, moi comme directrice de cabinet, le directeur des communications, Dave Gravel, Denis Marcellet, Marie-Ève Beaulieu, les VP, Carl Malenfant, M. McKenzie, sont présents et on fait un suivi serré avec vraiment des demandes de, bon, c'est quoi les temps d'attente? Où on en est rendu? Combien de gens ont été traités? Comment ça se travaille avec l'enregistrement et tout ça? Donc, c'est quotidien pendant 1 mois. Et ça, c'est le dossier SACLIC. Je le rappelle, on a beaucoup d'autres dossiers aussi en même temps à gérer. Est-ce que je comprends que l'implication, dites-moi si vous êtes d'accord, de la ministre est assez phénoménale dans le niveau d'implication qu'elle met dans personnellement dans cette crise-là? C'est phénoménal, puis c'est pour ça que je vous dis que c'est incroyable de travailler avec cette personne-là, parce que c'est une femme qui se met les mains dedans. Elle veut que ça fonctionne. Elle ne fait pas juste des annonces, elle veut que, opérationnellement parlant, ça fonctionne. Donc, quand ça ne fonctionne pas, elle fait comme, OK, bien là, ça va fonctionner, puis on va y arriver. Puis là, dès le départ, on identifie avec le cabinet que... Puis ça, je vais juste faire un mini pas de recul, mais quand on arrive à ces rencontres-là, tu sais, qu'on est dans la gestion quotidienne de la crise, on demande à l'équipe de la SAAC, tu sais, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça, où est-ce qu'il y a des problèmes. Puis, tu sais, je pense que je ne referai pas la liste d'épiceries que M. Gravel vous a donnée ce matin, mais c'est phénoménal, les problèmes qu'on rencontre. Mais ces rencontres-là où elle est là, ça lui permet d'identifier directement où elle peut jouer un rôle. Parce que, je veux dire, on ne peut pas tout régler, mais comment on peut jouer un rôle pour décharger le citoyen, pour régler la problématique du citoyen? Donc, les idées d'arrêté ministériel, de venir dire, bien, écoutez, là, on va prolonger la validité des immatriculations, on va prolonger la validité des permis de conduire, on va permettre la réutilisation d'une ancienne photo. C'est tout ça là, qu'on est capable d'identifier parce qu'on est présente à toutes ces rencontres-là, puis on est capable de challenger l'équipe administrative de la SAC. Je vous présente un courriel que vous avez reçu durant cette période-là, 53P 493 493. 40. Et l'onglet 13 de votre carte. Ah, parfait. Superbe. Merci. Oui. On le voit à l'écran, c'est un courriel de Martin Koskinen qui vous est adressé. Oui. Peut-être juste Martin Koskinen, je ne sais pas si on l'a abordé dans le cadre des audiences. C'est le directeur de cabinet du premier ministre. Donc, il vous écrit le 7 mars. « Salut Geneviève, je crois que la VPM, la VPM pour le public... » Vice-première ministre. Donc, on parle de Mme Guilbeault. Mm-hmm. Je crois que la VPM devrait rencontrer le président du CA de la SAAQ pour lui transmettre ses insatisfactions sur la gestion du dossier. Oui. Nous prenons toute la chaleur politique, mais le CA doit connaître notre insatisfaction. Oui. Est-ce que je comprends que vous recevez une directive du bureau du premier ministre de refiler cette patate chaude du lancement de SACLIC à la SAC? Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que je l'interprète, du moins. En fait, on a une chaleur politique, on le sait, là. On a quand même, tu sais, la ministre est quand même responsable de la SAC. C'est une société d'État. Par contre, c'est une société d'État. Une société d'État, il y a une gouvernance. Et une gouvernance a un CA. On a un PDG qui est extrêmement... qui est supposé d'être compétent. On a toute son équipe de VP qui sont aussi des gens qui sont au fait de leur dossier. Et on a un CA qui est nommé par le Conseil des ministres, des gens qui sont rémunérés pour faire ce travail-là et qui sont choisis pour des compétences identifiées. Je travaille moi-même avec un CA actuellement. Ils ne sont pas rémunérés, malheureusement, parce que c'est un OBNL, mais on va chercher des champs de compétences. Il y a des définitions de compétences qui sont nécessaires pour ce type de poste-là. Donc, ici, on prend la chaleur politique, ça veut dire la responsabilité politique, on va la prendre. On le sait là, qu'on aurait peut-être dû voir d'autres choses ou regarder le dossier différemment. Mais le CA a une responsabilité, puis il faut y parler rapidement. Ce qui a été fait, d'ailleurs,
je pense, dans les heures ou les jours qui ont suivi, là, parce qu'il y a eu des échanges téléphoniques entre la ministre et le président du conseil d'administration de l'époque, M. Sioux. Et qu'est-ce que ça a donné, ces pressions-là de la ministre envers M. Sioux? Je n'ai pas dit que c'était des pressions. J'ai mentionné qu'il s'agissait d'une discussion pour voir c'était quoi, pourquoi on n'avait pas vu ça d'avance, pourquoi on n'avait pas été informé, pourquoi le CA ne nous avait pas indiqué qu'il pouvait avoir des problématiques dans l'implantation. On n'a jamais eu même d'appel ou il n'y a jamais eu de communication de la part de M. Sioui nous demandant une rencontre pour nous parler d'une problématique. Donc, c'est sûr que là, c'est là qu'on vient intervenir à dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça, le CA l'a échappé comme ça. Mais ultimement, à l'époque, on voit déjà que le PDG est complètement dépassé par la situation. Pour que la ministre elle-même s'occupe du dossier à tous les jours dans une gestion de crise, ben voilà. Mais là, vous avez dit que, à votre connaissance, le conseil d'administration n'a jamais sollicité la ministre. Est-ce exact de dire que la ministre a été invitée dans une rencontre du conseil d'administration et que la ministre a décliné l'invitation? La rencontre a été demandée, encore une fois, dans un contexte bonhomie. Monsieur Marcellet vient donc au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration avant Noël. Viens jaser avec mon monde. On est quasiment dans une formule 5 à 7. Là. Donc, elle n'a pas décliné. Elle a dit oui. Et le 30 novembre, on a eu vraiment une journée où il y a eu des événements qui ont fait qu'elle a privilégié de travailler sur les priorités de notre ministère plutôt que d'aller rencontrer un CA pour prendre un verre de vin. Est-ce que vous êtes impliqué dans la nomination de M. Ducharme en remplacement de M. Marcellet? Pas du tout. Vous la prenez de quelle façon? Je la prends à la nomination. C'est quoi, à la nomination? Donc? Excusez-moi, c'est que le mercredi, le Conseil des ministres entérine les nominations qui visent à nommer les sous-ministres, les PDG d'organismes comme celui de M. Ducharme. Donc, à ce moment-là, on apprend que notre sous-ministre de l'époque s'en va au secrétaire du Conseil du Trésor, que M. Ducharme, qui est actuellement le sous-ministre au secrétaire du Conseil du Trésor, devient le PDG de la SAAC. Et notre nouveau sous-ministre sera en poste dès le lendemain, donc le 6 avril. Le 6 avril, c'est ça? 6 avril. C'est quand votre premier contact avec lui, M. Ducharme? Pratiquement, je dirais, il me semble que c'est dans le coin du 11 avril. C'est quelques jours après. Là. Pour quelle raison vous prenez contact avec lui? Bien, en fait, on s'entend que la raison pour laquelle M. Ducharme est celui qui est privilégié... Même si je n'ai pas été impliquée, j'étais très satisfaite là, parce que M. Ducharme a été l'instigateur, a été président-directeur général de l'Agence du revenu du Québec. Encore une fois, c'est la gig fonctionnaire qui parle actuellement, là, parce que c'était quand même des gens qu'on voyait quand on était dans l'administration publique et qu'on admirait. Là. Donc, il est, à ce moment-là, il a été président de l'Agence du revenu, donc il a même gagné des prix pour l'excellence de l'implantation des systèmes, justement, à ce moment-là. Mais là, il est au Trésor. Il est au Trésor, c'est ça. Il est au Trésor. Donc, c'est l'organisme transversal qui maîtrise les lois, les règles, les procédures, la gestion. C'est la mission du secrétaire du Conseil du Trésor de veiller à ce que les programmes, les implantations, tout ça fonctionne bien. Et cette sommité-là s'en va à la SAAC. Donc, nous, on est extrêmement ravis. Alors, c'est une rencontre de courtoisie et en même temps de, bon, là, on s'aligne, puis, règle-nous ça, là. Est-ce qu'il est question, dans ces premières rencontres-là ou discussions-là, vous semblez dire, en fait, vous le rencontrez assez fréquemment, ou en tout cas, vous discutez avec lui relativement fréquemment, c'est ce que je comprends? Oui, bien c'est ça. Le rendu là, comme je vous dis, 11 avril, on est encore pas mal dans la crise, mais c'est quand même, on a quand même mis beaucoup de choses en place pour que l'impact soit diminué sur les citoyens. Donc là, on est capable de prendre un petit peu plus de recul sur le travail à faire. Et, bien, en fait, c'est ça. Donc, on le rencontre le 11 avril. Je pense qu'on se rencontre aux semaines à ce moment-là. Puis, il me semble qu'à la fin avril, on dit on pourrait se rencontrer au mois. Donc, à partir de ce moment-là, on se rencontre le 19 mai, puis on se rencontre après ça le 20 juin.
Mais, tu sais, entre-temps, des fois, il y a des discussions. Naturellement, M. Gravel est responsable du dossier, donc lui, il est en constante discussion avec les gens de la SAAC. Puis moi, bien, quand il y a des choses à travailler, notamment dans les arrêtés ministériels, parce que ils ont une durée de vie, bien, je travaille avec Marie-Ève Beaulieu, la vice-présidente aux affaires gouvernementales. En avril et mai 2023, est-ce qu'il est question des coûts du programme CASA avec M. Ducharme dans vos conversations? Jamais. À quel moment vous prenez connaissance qu'il y a des dépassements de coûts dans le programme CASA? J'ai jamais pris connaissance de dépassement de coûts dans le programme CASA, dans le projet CASA. Alors, aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a des dépassements de coûts dans le programme CASA? Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, jamais. Si on parle d'aujourd'hui puis qu'on remonte dans le passé, à quel moment vous avez pris conscience qu'il y a des dépassements de coûts dans le programme CASA? Bien, comme je vous dis, je ne voudrais pas prétendre du moment parce qu'il y en a. On nous a jamais exposé ça comme ça. Un dépassement de coûts, là, c'est une note qui monte officiellement. Je le répète, puis je suis un peu tannante, mais je le sais comment je monte l'information à mon politique quand je suis fonctionnaire puis quand je suis dans l'administratif. Quand on parle de projets importants, de dossiers aussi majeurs puis de dépassement de coûts, on doit appeler un chat un chat. Un dépassement de coûts, ça monte avec une lettre, un mandat officiel, avec un contexte, une analyse financière, des recommandations. On en discute. C'est pas présenté, puis je veux juste le dire, là, des napperons, là, c'est pas vrai que le gouvernement du Québec se gouverne avec des napperons. Mais juste là-dessus, puis tantôt, c'est peut-être un renseignement que j'ai noté. À tous les mardis, vous avez des rencontres de chefs de cabinet. Oui. OK. Est-ce que dans ces rencontres-là, il y a eu, avec vos prédécesseurs, des discussions sur le projet CASA qui, à ce moment-là, est le plus gros projet informatique que le Québec a jamais connu? J'en ai pas eu dans le cadre des rencontres de directeurs de cabinet. Honnêtement, à part que, mon Dieu, tu dois capoter, c'est vraiment intense. Tu sais, jamais on a eu de discussion sur le projet à proprement dit. Ou sur, j'ai jamais même pensé que ça se pouvait qu'il n'y ait pas d'informations au niveau des coûts qui nous soient transmises. Parce que la vérité, c'est qu'on nous dit au mois de novembre que le budget est respecté. Puis on arrive, tu sais, donc c'est ça. Alors, je veux dire, je ne peux pas mettre en doute la compétence des gens qui sont en place, t'sais. Sauf que quand on vous dit le budget est respecté de quoi? L'ancien cabinet, là, avant les élections, vous savez que c'était rendu à 680 et quelques millions. Ils nous ont aussi mentionné dans une courte phrase que le projet était ouvert. Puis j'ai pas eu cette information-là. On me l'a pas partagé. OK. Puis vos collègues non plus? Non. Parfait. Il y a la SAC, mais il y a vos collègues, puis ça, vous êtes catégorique. Vos collègues chefs de cabinet, prédécesseurs, jamais? Non. Parfait. C'est quoi, à votre connaissance, le coût du programme CASA à ce moment-là? 458 millions, mais moi, je le sais même pas à ce moment-là. Tu sais, en fait, là, aujourd'hui, c'est facile de regarder et de dire, mon Dieu, tu sais, c'est donc bien évident, mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'ai aucune idée du coût parce qu'on gère la crise. On est vraiment dans... Les coûts étaient respectés, donc là, c'est comment on s'assure que la crise est gérée. Donc, on pense même pas à ça, tu sais. Bon, là, vous me dites 458 millions. Mais là, je le sais maintenant. Là, vous le savez maintenant. À quel moment vous avez ce chiffre-là en tête du coût du programme CASA? Bien, la première fois que j'ai vu un document qui parle du 458 millions, il parle aussi d'avenant dans une stratégie contractuelle. Et c'est un document qui m'a été transmis le 19 juin par courriel à 18h25 pour une rencontre... 2023 pour une rencontre le lendemain matin, la rencontre mensuelle avec notre PDG de la SAAC. Donc, la première fois que vous prenez connaissance que le budget, selon vos souvenirs évidemment, que le budget de CASA est de 458 millions, c'est le 19 juin 2023. Bien, en fait, le 19 juin, je ne le vois pas parce que la vérité, c'est qu'ils nous envoient ça à 18h25. Je veux juste rappeler que le 19 juin 2023, on est dans la pleine gestion des feux de forêt. Donc, c'est vraiment, vraiment fou. Et on décide de garder quand même la rencontre du 20 juin parce que ils vont nous présenter, la SAAC va nous présenter le rapport de PwC, l'audit sur
sur la performance de ce projet-là, puis qu'est-ce qu'on peut éviter pour la suite des choses. Donc, on est vraiment préoccupé par ça. On veut savoir qu'est-ce qui sort du rapport. Y a-t-il des angles morts? Y a-t-il des choses à regarder? On discute de ça à 100% dans la rencontre. Jamais on nous présente la stratégie contractuelle. Jamais on nous présente non plus les autres documents. Puis là, bien, je vous devance, là, mais notamment le budget révisé non plus. On ne nous présente pas ça. On nous le transfère la veille, mais on ne nous le présente pas séance tenante. C'est une rencontre de maximum 1 heure où on est assez expéditif parce qu'il faut parler de l'audit, puis c'est ce qui nous préoccupe parce qu'on est encore dans la gestion de crise. Donc, le premier, je reviens là, effectivement, vous bousculez un peu une question, mais pas de problème, ça donne l'information au commissaire. Votre première connaissance, votre premier souvenir d'un coût à 458 millions, c'est en juin 2023. Avec les avenants. Donc, la stratégie contractuelle de l'époque a des avenants. Puis, je veux juste être claire, là, c'est pas des passements de coûts, c'est des avenants. C'est une stratégie contractuelle. Et c'est la première fois qu'on apprend qu'il y a un avenant de 45,7 millions qui est passé en novembre 2022. Donc, on est en poste depuis 3 semaines. Denis Marcellet vient nous voir à tous les jours, bien pas tous les jours, mais il vient nous voir pour nous dire comment ça va bien et qu'il n'y a pas de dépassement de coûts, t'es beau. Il a signé un avenant sans nous en parler. On l'apprend, comme je vous dis, le 20 juin, je n'ai pas pris connaissance à ce moment-là, j'ai pris connaissance dans les jours qui sont venus. Donc, moi, quand on regarde ça, c'est la stratégie contractuelle. Donc, ça fait partie du contrat, les avenants. C'est pas le montant, il n'y a pas de dépassement de coûts. C'est vraiment un contrat. Il va falloir vous m'expliquer, Mme Quentin. Parce que le juriste en moi, là, un 45 millions de plus, j'appelle ça un dépassement de coût. Moi, je m'en trompe. Parce que je ne sais pas que c'est 458 millions à ce moment-là. Bien, Mme Quentin, qu'est-ce que c'est un avenant? Le juriste, monsieur le commissaire, pas le seul juriste, vous l'êtes aussi? Bien, je ne suis pas juriste, j'ai fait mon bac en droit. Mais un avenant n'est pas nécessairement un dépassement de coût. Une stratégie contractuelle sur un apron, justement, est-ce qu'on se gouverne comme ça au gouvernement? Moi, je vais vous dire, à chaque fois que j'ai eu des dépassements de coûts qui m'ont été partagés ou que moi, j'ai partagé des dépassements de coûts à mes autorités gouvernementales, c'était clairement établi. Puis je peux vous donner des exemples très concrets. Mais c'est pas ça la question. Mme Quentin, c'est pas ça la question. Vous nous avez dit un avenant, c'est pas un dépassement de coûts. Alors, ma question, c'est quoi un avenant? Mais un avenant, c'est une modification contractuelle. Oui, mais ça peut être prévu, par exemple. Il peut y avoir d'autres budgets qui sont prévus pour ça. Vous comprenez? On peut jouer dans les phases. Il y a des phases qui vont moins bien. Il y a une phase qui va mieux. On joue dans les comptes comme les sphères budgétaires. Mais... Bon, je vous rassure, c'est du juridique, là, je dépêterai ça plus tard. Là. Pour moi, c'est moins important, mais ce qui est important, moi, c'est votre niveau de connaissance. Là. Alors, cette rencontre-là, moi, j'aimerais ça que vous me la décriviez en détail, puis qu'est-ce qui vous est présenté. Mais la rencontre, elle nous présente que PWC. On parle juste de l'audit, puis comme je vous dis, là, il faut se rappeler l'état d'esprit dans lequel on est. On est dans la crise des feux de forêt. Donc, tu sais, oui, je l'avoue, des fois, dans des rencontres, j'ai des textos qui rentrent, j'ai des appels. Est-ce que je sors? Est-ce que j'en... Il n'y a pas de présentation de la stratégie contractuelle, puis il n'y a pas de présentation du budget révisé non plus. Mais les documents sont envoyés. Les documents sont envoyés la veille. J'en conviens qu'ils sont envoyés à la dernière minute, mais il y a des documents. Mais j'en ai pris connaissance après, là, je vous rassure. Après la rencontre. Après la rencontre, dans les jours qui ont suivi. Parfait. Puis ce qui m'a permis d'intervenir aussi au mois de juillet, puis c'est là que je vais vous expliquer comment c'était impossible de savoir que ça a des dépassements de coûts. Oui. Vous guider. On peut continuer. Allez-y, j'aurais tendance à vous laisser poursuivre. Bien, je vais vous prouver pourquoi le dépassement de coûts restait quand même une préoccupation pour nous. En juillet 2023, donc le 17 juillet 2023, Mme Fournier, j'ai dit Nancy, mais je ne suis pas sûre que c'est Nancy, Mme Fournier envoie un courriel à M. Gravel pour lui demander d'autoriser un appel d'offres de 30 millions de dollars. Cette pièce-là, je ne sais pas c'est laquelle, là, mais c'est sûr que vous l'avez. À 509. 509. Est-ce que vous avez l'onglet? L'onglet 33. 33. Vu qu'on est dessus, on va lui demander de la projeter à l'écran. Donc, le 17 juillet, l'onglet 33, c'est le courriel de réponse, mais le 17 juillet, c'est ça, il est plus bas. Parfait, super.
Donc, comme c'est Nadia. Donc, comme Dave est en vacances, dans son message d'absence, il réfère à Marc Fréchette pour les suivis, pour pas que je sois surchargée comme directrice de cabinet de toutes les demandes qui peuvent être faites. Monsieur Fréchette vient me voir à mon bureau. Il dit, écoute, Geneviève, j'ai pas vraiment géré SAAC. Je suis pas très à l'aise d'autoriser un appel d'offres de 30 millions de dollars. Est-ce que tu peux le regarder? Puis je dis, bien sûr. Fait que Marc me transfère, même si je l'ai reçu, me retransfère le courriel le lendemain, donc le 18 juillet. Marie-Pierre Moreau me relance parce que Nadia Fournier précise dans son premier courriel qu'elle est disponible dans la journée du 17, mais qu'après ça, elle partira elle-même en vacances. Alors, Marie-Pierre Moreau me relance pour savoir si on peut aller de l'avant. Donc, je prends connaissance des pièces, puis je vous dirais que là, avec beaucoup plus de détails, je regarde quand même le tableau de la stratégie contractuelle. Et dans le bas de la stratégie contractuelle CASA, il y a une note de bas de page, en dessous des tableaux. Un appel d'offres public en service professionnel sera publié fin juin. Il s'agit d'un appel d'offres relié aux activités de la récurrence sans lien avec SAACLIC. Donc, mon premier réflexe, c'est de dire à Marie-Pierre, est-ce que tu peux me confirmer par écrit qu'il s'agit bien du cas de figure de la note de bas de page, à savoir que cet appel d'offres est récurrent, c'est-à-dire qu'aux 3 ans, on va faire un appel d'offres dans un contexte particulier pour aller chercher la technologie désirée et qu'il ne s'agit en aucun cas de SAACLIC. Et elle m'a confirmé par écrit que c'était bien ça. Là. Je ne vois pas la réponse, mais je peux vous confirmer que le lendemain, je pense, ou même la journée même, quelques minutes après, elle me confirme par écrit qu'il n'y a pas de dépassement de coût relatif à SAACLIC. Donc, on a cette préoccupation-là de le demander. Je suis préoccupée par les dépassements de coûts. Alors, vous comprendrez que ma réflexion, encore une fois, de mon expérience beaucoup plus dans la fonction publique que dans le politique, c'est qu'on me demande une approbation pour un appel d'offres de 30 millions au mois de juillet, mais on ne m'a pas demandé d'approbation pour la stratégie contractuelle au mois de juin, dont un avenant est passé en novembre 2022 sans qu'on en soit informé avant juin 2023, et qu'il y a déjà un avenant qui s'en vient pour le mois de juillet. Alors, si, dans ce cas-ci, on ne me demande pas mon approbation, bien, c'est pour information. Pour moi, c'est sûr que ça fait partie de la stratégie contractuelle, ça fait partie du mandat. Et je vous rappelle qu'Éric Ducharme est l'ancien sous-ministre du secrétariat du Conseil du Trésor. La personne qui est censée être la sommité dans les lois, les règlements, les procédures. J'ai aucune raison de penser qu'on nous dit pas toute la vérité sur le projet. Madame Quentin, on va revenir sur une affirmation que vous avez faite. Vous avez dit, on me confirme que ce n'est pas des dépassements de coûts. Madame Moreau me confirme que ce n'est pas des dépassements de coûts. Oui. On va aller voir le courriel en question. C'est 53P 511 à l'onglet 36, au milieu de la page 1. Oui. Pour être transparent envers Mme Moreau, ce n'est pas vraiment la réponse qu'elle vous donne à votre question. Elle dit « Bonjour, laissez-moi vous poser la question. Bonjour Geneviève. Oui, tout à fait. L'appel d'offres est en lien avec la note suivante sur le NAPRON. Un appel d'offres public en service professionnel sera publié fin juin. Il s'agit d'un appel d'offres lié aux activités de la récurrence sans lien avec SAACLIC. » Et je vais juste terminer la lecture du courriel. Donc, en haut, vous répondez « Rebonjour. Comme ce dossier a déjà fait l'objet de discussions entre la ministre et M. Ducharme le 20 juin dernier, le dossier est approuvé. » Alors, à quel endroit voyez-vous dans ce courriel qu'il n'y a pas de dépassement de coût? Bien, en fait, on me confirme que ce n'est pas en lien avec SAACLIC. Donc, pour moi, ce n'est pas un dépassement de coût. On me confirme que ce n'est pas en lien avec SAACLIC. Donc, c'est une activité récurrente de dossiers de la SAAC en général. Donc, si vous voulez peut-être corriger votre réponse, on ne vous informe pas qu'il n'y a pas de dépassement de coût dans SAACLIC. On vous informe que je vais juste terminer, Mme Quentin, on va essayer d'éviter les discussions interrompues. On vous confirme que cet appel d'offres-là n'est pas en lien avec SAACLIC, mais on ne vous parle pas des coûts de SAACLIC. Absolument. Et là, je remonte à votre courriel en haut. Là, je suis un peu dubitatif suite à votre témoignage il y a quelques minutes, parce que vous répondez à Mme Moreau, comme ce dossier a fait l'objet de discussions entre la ministre et M. Ducharme le 20 juin dernier. Alors, vous avez témoigné il y a quelques instants qu'il n'y a pas eu de discussion entre M. Ducharme et la ministre le 20 juin dernier sur cet aspect-là. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de présentation du dossier stratégique contractuel CASA, mais dans une note à l'onglet 33,
dans une note ministérielle pour information qui nous est transmise par la SAAC, donc qui élabore des données. On nous parle à la 4e puce que lors de la rencontre, comme vous venez de le mentionner, à laquelle la ministre était présente et le PDG, la stratégie contractuelle a été présentée. Ça, c'est pas vrai, mais ils en ont potentiellement discuté. Donc, j'écris que c'est discuté. Par la suite, en plus, ce qui me sécurise quand j'autorise le dossier, c'est que dans les commentaires, à la dernière puce, si vous voulez... C'est à quel onglet? Excusez-moi, je suis à l'onglet 33, mais je suis dans la note ministérielle qui accompagne ce courriel-là. Oui, donc la pièce 509 pour les fins de l'enregistrement. Vous êtes à la page 4 de... en fait, la première page de la note, qui est la page 4 de la pièce 509. Exactement. Oui, je vous laisse poursuivre. Donc, dans les commentaires, il est indiqué à la 6e puce que la secrétaire générale du gouvernement a été avisée de cette stratégie contractuelle par le président directeur général de la Société au cours du mois de juillet 2023. Donc, l'autorité de... Je ne suis pas au même endroit que vous, Mme Quentin. Vous êtes où? Est-ce que dans la note ministérielle, il y a les commentaires, la dernière puce des commentaires? Parfait. La secrétaire générale du gouvernement a été avisée de cette stratégie contractuelle là, aux fins de la connaissance générale. Là. La secrétaire générale du gouvernement, c'est l'autorité suprême administrative du gouvernement du Québec. Donc, c'est la patronne de M. C'est Mme Savoie à l'époque. C'est Mme Savoie à l'époque. A été avisée de cette stratégie contractuelle par le président directeur général de la Société au cours du mois de juillet 2023. Et en plus, quand on arrive à la fin de la même note dans les impacts budgétaires, qui est soi-disant une note qui, pour moi, est une note valable, c'est pas un affront, les crédits budgétaires seront présentés annuellement pour autoriser dans le cadre de l'approbation du budget. Aucune dépense ne pourra être effectuée avant d'obtenir les crédits requis. Donc, même si on autorise l'appel d'offres, si les crédits ne sont pas disponibles et ce crédit étant validé par le secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère des Finances, bien, le projet ne pourra pas avoir lieu. Alors, voilà. Au-delà, Mme Quentin, de toutes ces justifications de pourquoi vous approuvez l'appel d'offres, vous n'avez pas répondu à ma question pourquoi, le 20 juillet, quand vous autorisez cet appel d'offres-là, vous écrivez « Comme ce dossier a fait l'objet de discussions entre la ministre et M. Ducharme le 20 juin dernier ». Qui dois-je croire, Mme Quentin? Laissez-moi poser la question. Qui dois-je croire? Est-ce que le courriel que vous envoyez le 20 juillet 2023 est exact, qu'il y a eu des discussions entre M. Ducharme et la ministre, ou votre témoignage de ce matin comme quoi il n'y a pas eu de discussion contractuelle entre la ministre et M. Ducharme? On n'a pas eu de présentation des documents dans le cadre de la réunion. Donc, ça, c'est mon témoignage. Mais vous niez pas qu'il y a eu une discussion si vous l'avez écrit. Non, mais en fait, vous n'avez pas écrit une fausseté, là. Non, c'est parce que je me suis référée à la 4e puce du rappel des faits. Donc, je regarde, je dis, bon, ils disent qu'il y a eu une discussion du 20 juin, donc c'est comme ça que je l'interprète, c'est pour ça que j'écris ça. Donc, vous êtes à un mois de cette rencontre-là, vous ne vous souvenez pas à ce moment-là qu'il y a des discussions entre M. Ducharme et Mme Guilbeault, vous le voyez dans une note et vous l'écrivez dans un courriel, alors qu'à un mois de cette rencontre-là, il n'y aurait pas eu de discussion le 20 juin là-dessus. Bien, il n'y a pas eu de présentation. Mais c'est quoi la différence entre une présentation et une discussion? Bien, s'il y a une discussion après que, je ne sais pas moi, si on se lève, tu sais, vous avez donné des exemples dans les derniers jours, par exemple, que M. Marcellet disait qu'il y avait une discussion de corridor avec Alain Généreux. Puis là, je veux dire, c'est la parole de l'un contre l'autre. Là, je ne suis pas témoin de tout ça. Ce que je vous dis, c'est que moi, je le sais que ce dossier-là n'a pas été présenté. Puis quand je regarde la note, c'est le 20 juillet, ça va vite. Je vois qu'il est écrit qu'ils ont peut-être discuté de ça. Puis surtout, je m'assure, j'aurais peut-être dû l'écrire dans le courriel, parce qu'en général, j'étais assez bonne pour tout écrire. Mais je m'assure que le secrétaire général est au courant puis que les crédits budgétaires doivent être votés. Vous êtes sur autre chose, Mme Quentin. On n'est pas sur l'approbation par le secrétariat général. On est sur est-ce qu'il y a eu des discussions entre Mme Guilbeault et M. Ducharme sur la stratégie contractuelle. Je vais être transparent avec vous dans ma question, Mme Quentin. Je crois davantage à Mme Quentin du 20 juillet 2023, comme quoi il y a eu des discussions à la rencontre du 20 juin, que celle d'aujourd'hui, comme quoi il n'y aurait pas eu de discussion entre la ministre et M. Ducharme. En tout respect, M. Ranger, Maître Ranger, je vous rappelle que j'ai fait une référence à la 4e puce
du rappel des faits. Donc, quand vous écrivez ça, vous le savez que vous n'avez pas assisté à aucune discussion entre M. Ducharme et Mme Guilbeault, mais vous vous fiez à une note de la SAC qui vous parle de l'existence de ces discussions-là à la même date où vous étiez à une rencontre avec Mme Guilbeault et M. Ducharme. Oui. C'est la réponse du témoin. J'aimerais attirer votre attention sur la pièce 53 P 512, qui est à l'onglet 37. Merci. On va encore faire appel à votre mémoire sur les discussions. Oui. À quoi fait référence le monsieur Ducharme vous écrit le 28 juillet? Il dit « Bonjour Geneviève, en suivi de nos échanges il y a quelques semaines à ce sujet, je souhaite t'informer que nous avons conclu une entente avec l'Alliance pour conserver l'équipe en place jusqu'en juin 2024. » À quoi fait référence M. Ducharme quand il parle d'échanges d'il y a quelques semaines à ce sujet? Il réfère à une discussion qu'on a eue en personne, où on a discuté de ça. Il me confirme que l'avenant qui est prévu dans la stratégie contractuelle proposée va aller de l'avant. Donc, vous avez discuté avec M. Ducharme en juillet 2023 de la stratégie contractuelle? On a discuté, oui, exactement de cet avenant-là, mais c'est là qu'on a vraiment parlé du document proprement dit qui nous avait été transféré le 19 juin. Et qu'est-ce que vous discutez avec lui sur ce napperon-là? Bien, en fait, il nous dit que, comme prévu, comme proposé, la stratégie contractuelle va aller de l'avant. Il y aurait des bris de service parce qu'il n'y a pas assez d'employés à la SAC qui sont capables de travailler sur le dossier. Donc, c'est ça. Alors, 68,9 millions, ça va être l'avenant qui va envoyer. Et en même temps, il me transfère le document où il est inscrit. Je vais juste vous référer, c'est le même onglet, c'est la transformation numérique SAAC. Un autre napperon. On est à la page 3, oui. Oui, un autre napperon, contexte lié au véhicule contractuel avec l'Alliance. On va à la puce. Je vais juste aller la chercher. La puce 8. Cette stratégie est conforme au dossier présenté au conseil d'administration de la Société le 14 septembre 2022, donc pendant les élections, et a été discutée avec le cabinet du MTMD, ministère des Transports de l'époque. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai que ça a été discuté avec le cabinet du ministère des Transports et de la Mobilité durable? Bien, je ne sais pas, je n'étais pas là. C'est en septembre 2022, je suis rentrée en poste en octobre 2022. Et là, donc, je reviens à la séquence des choses. On revient à la page 1, parce que M. Ducharme écrit en suivi. Fait que donc, première chose, donc, je comprends que vous avez connaissance de la stratégie contractuelle. Le débat qu'on a eu il y a quelques minutes, bien sûr, c'est à savoir est-ce que vous en avez eu connaissance le 20 juin ou avant le 28 juillet. Mais dans tous les cas, vous avez eu connaissance de la stratégie absolument, j'ai pris connaissance du document. Ce que je souhaite mentionner ici, c'est qu'il n'est absolument pas question de dépassement de coûts. C'est une stratégie contractuelle qui a été entérinée par le CA en septembre 2022, avant qu'on arrive en poste. C'est comme ça que je le comprends. Je comprends, mais ce n'est pas ça ma question. J'essaie d'établir le moment, parce que là, M. Ducharme dit en suivi de nos échanges d'il y a quelques semaines à ce sujet. Donc, je comprends que vous avez déjà échangé sur la stratégie contractuelle. On est le 28 juillet, il y a quelques semaines. Donc, le 20 juillet, tout à l'heure, quand vous nous avez dit que vous prenez connaissance de la stratégie contractuelle, vous aviez déjà eu des échanges avec M. Ducharme à ce sujet. Pas du tout. Pas du tout. C'est arrivé entre les deux. Donc, M. Ducharme écrit le 28 juillet, il y a quelques semaines, puis ça ne s'est pas produit, ça. Bien, peut-être que lui, il réfère au moment où il nous a transféré l'information, le 19 juin, dans les documents, notamment dans la rencontre de PwC avec l'Audi. Donc, M. Ducharme, le 28 juillet, a souvenir d'échanges avec vous que vous ne souvenez pas. C'est ce que je comprends? Bien, j'ai eu des échanges, comme je vous mentionne. C'est pas il y a quelques semaines, c'est il y a quelques jours. Mais là, peut-être que lui réfère, comme je vous dis, au moment où la stratégie a été envoyée. Donc, entre le 20 juillet et entre le 28 juillet, vous avez des échanges avec M. J'ai eu un échange sur ça parce qu'il voulait me préciser qu'il allait de l'avant. Et il m'envoie la documentation pour venir appuyer la décision. Et dans la documentation, il est indiqué que le conseil d'administration a entériné ça. Donc, moi, comme directrice de cabinet, je considère que c'est
Tout est conforme. Encore une fois, Éric Ducharme est l'ancien sous-ministre au secrétaire du Conseil du Trésor. C'est dans cette perspective-là qu'on est. Et là, si je poursuis dans votre réflexion tout à l'heure, le 68 millions, ce n'est pas un dépassement de coût, c'est exact? C'est dans la stratégie contractuelle. Donc non, je n'ai pas la notion que c'est un dépassement de coût. Mais qu'est-ce que c'est 68 millions supplémentaires dans un contrat si ce n'est pas un dépassement de coût? Mais ce n'est pas nécessairement un dépassement de coût, 68,9 millions. C'est dans une stratégie contractuelle où on peut utiliser des sommes dans une autre partie. Je n'ai pas ces notions-là. On n'est pas dans ce détail-là. Je n'ai pas ce détail-là, moi, comme directrice de cabinet. Moi, ce que je travaille à ce moment-là, c'est la gestion de la crise et on veut s'assurer que le service aux citoyens est extrêmement bien donné. Puis si vous voyez en plus ma réponse à ce courriel-là, je lui mentionne, c'est beau aller de l'avant. On est très préoccupés par la situation du retour à la normale. Est-ce que c'est possible qu'on puisse en parler avant que je quitte pour des vacances au mois d'août? Mais à ce moment-là, pour vous, le projet est rendu à combien? J'ai aucun chiffre. Je suis très sincère. Ça peut avoir de l'air vraiment bizarre, là, mais j'ai pas de chiffres en tête. J'ai les chiffres qu'on nous a donnés dans la stratégie contractuelle. Donc vous ne pouvez pas parler, savoir s'il y a ou non un dépassement de coût. Il peut y en avoir un. Quand vous dites que ce n'est pas un dépassement de coût, vous ne savez même pas la valeur du... Ce que je dis, c'est que je le sais que c'est un dépassement de coût maintenant, là. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, là, c'est pas comme ça que c'est présenté. C'est présenté dans une stratégie contractuelle, donc je ne sais pas c'est quoi le montant maximal qui peut être utilisé. Vous ne posez pas la question à M. Ducharme? Bien, je suis vraiment, comme je vous dis, dans la gestion de la crise. Puis encore une fois, on est à 90 heures par semaine de travail. On travaille plein de dossiers en même temps. Madame Quentin, on est en juillet 2023. Là. La crise, je peux comprendre en mars ou avril, mais vous nous avez dit que vous avez eu des échanges avec M. Ducharme dans la semaine entre le 20 et le 28 juillet 2023 sur la stratégie contractuelle. Donc, je présume qu'il est question de l'avenant du 47 millions à ce moment-là? Non, juste du 68,9, parce que l'avenant du 45,7, il est déjà passé. Mais ça ne fait pas partie de la discussion. Mais quand vous parlez avec M. Ducharme du prochain avenant... Non, il fait juste me parler... Madame Quentin, laissez-moi finir les questions. Quand vous parlez avec M. Ducharme d'un avenant à 68 millions, il n'est pas question dans la conversation d'un avenant de 45 millions dont vous avez la documentation entre les mains. Non. Maître Ranger, il est 12h30. Oui. Moi, je vous annonce les couleurs, on prend 1 heure pour dîner, non pas 1h30, donc c'est ça long. C'est soit de 12h30 à 1h30 ou de 1h à 2h. J'en ai pour 15 minutes, M. le commissaire, c'est comme vous souhaitez, mais je ne sais pas, madame. Donc, vous voulez aller, donc si jamais il y a un 15 minutes de questions, je ne mets pas de pression à personne. Non, on va continuer, M. le commissaire. Juste 1 heure. Parfait. De toute façon, je pense qu'on peut changer de thème, M. le commissaire. J'aimerais attirer votre attention sur les... En fait, M. Gravel a parlé de l'étude des crédits, là, puis comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y a des inexactitudes dans ce qu'il a mentionné? On va y aller plus rapidement pour ne pas répéter ce qui a déjà été fait ce matin. Là. Vous avez écouté son témoignage. La partie sur l'étude de crédit, malheureusement, j'ai eu des petits problèmes parce que j'étais dans le stationnement. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que dans l'étude de crédit, on avait M. Ducharme qui avait été nommé le 6 avril, donc il était présent sur place. Si par exemple, l'opposition a posé des questions, c'est M. Ducharme qui a répondu aux questions. On souhaitait que ce soit lui qui soit présent. Donc, voilà. Moi, j'ai juste une question par rapport à votre expérience du fonctionnement. Oui. J'aimerais qu'on exhibe la pièce 53P534, qui est l'onglet 59. Question de curiosité personnelle. On voit la question 138. Donc, M. Gravel nous a expliqué ce matin qu'il y avait des questions envoyées par l'opposition et des réponses. Vous êtes bien à l'onglet 59? Oui, là, je cherche 138. Oui, je la vois ici. Donc, la question 138 est la suivante. Un groupe de l'opposition demande la liste des contrats accordés par la SAAQ en 2022-2023 en indiquant la nature du contrat, le mode d'octroi, le nom de l'entreprise qui a eu le contrat, le coût initial prévu, le coût de tous les avenants et suppléments et la raison. Et la réponse qui est donnée dans l'étude des crédits, voici la liste des contrats d'acquisition de travaux de construction de biens et services supérieurs à 10 000 $ et inférieurs à 25 000 $ si annexés. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi
la réponse porte juste sur les contrats qui sont entre 10 000 et 25 000 Probablement. Là, c'est vraiment particulier. Je ne peux pas vous répondre. Et donc, je présume que, ben là, ça coule de source, mais vous ne pouvez pas savoir pourquoi l'avenant de 45 millions ne figure pas dans la liste qui est annexée à la question 138. On parlait à la pièce 53P 526, au bas de la page 3. C'est l'onglet 51 dans votre cartable. Merci. Oui. Et là, je fais appel à votre mémoire, vu que c'est dans votre cabinet. Ce n'est pas tous des courriels dans lesquels vous êtes impliqués. Je suis partie. J'étais partie à ce moment-là. Ah, vous êtes parti en août 2000. Je suis partie en mai 2024. En mai 2024. Il n'y a pas de problème. On va sauter les questions, M. le commissaire. Et je crois que ça va mettre fin à mes questions. Parfait. Alors, des interrogatoires de la part des partis? Je n'ai pas de questions, M. le commissaire, en ce qui nous concerne. Pas de questions? Oui, oui, allez-y. Absolument. Madame, vous m'entendez-vous? Après le lancement de SACLIC, tout de suite après, là, dans les jours qui suivent, vous avez dit que vous avez eu des rencontres avec la SAC. Quelles sont... est-ce que c'est des rencontres en personne? Comment sont convoquées ces rencontres-là? Non, en fait, on est vraiment dans la gestion de la crise. Donc, c'est des rencontres Teams à chaque jour. On leur demande précisément des informations. Je ne l'ai pas précisé plus tôt quand on était dans la gestion de la crise. J'ai beaucoup parlé de la ministre qui est arrivée avec la cellule de crise, mais qui aussi, tout de suite, en détectant, en écoutant, en posant des questions, était vraiment en mesure d'identifier sur quoi on pouvait agir, notamment les arrêtés ministériels, comme je l'ai mentionné, pour décharger l'État, pas l'État, mais l'État de la situation, là, décharger la problématique. Mais on n'était plus du tout en confiance des autorités de la SAC à ce moment-là. Donc, on est toujours en hypervigilance. Et on arrive à un moment où on nous dit que les temps d'attente diminuent et tout ça, mais c'est pas ce qu'on entend dans les médias, c'est pas ce qu'on entend dans les frustrations. Et ultimement, comme directrice de cabinet, j'ai décidé d'aller constater par moi-même. Donc, à 3 reprises, avec mon directeur des communications, on a fait 6 centres de services et mandataires. Parce qu'il y a des centres de services où l'information est plus claire, directement reliée avec la SAC, mais il y a aussi des mandataires où c'est pas nécessairement relié directement. On avait vraiment à cœur que ça se règle, ce problème-là. On était les mains dedans. Puis on voulait participer à l'effort, c'est peut-être un mot fort, mais à l'effort de guerre. Donc, à tous les jours, on parle, on a des échanges textos que vous avez probablement vus, mais la ministre, elle écrit à Denis Marcellet, Marie-Ève Beaulieu, je suis en copie, elle pose des questions, elle insiste, elle a besoin des réponses, elle veut que ça fonctionne. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un lien de confiance qui est brisé et on se fait dire que tout va fonctionner, puis du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà. Alors, je comprends que c'est des rencontres Teams ou téléphoniques? C'est Teams. C'est tout le temps en Teams. On est toujours la ministre, moi, le directeur des communications, et Denis Marcellet, Marie-Ève Beaulieu, souvent des VP. J'ai pas souvenir que M. Malenfant l'a souvent. Par contre, parce qu'on est vraiment dans l'opérationnalisation, là, donc dans le fond, dans la gestion de la crise terrain. Donc, c'est souvent plus M. McKenzie qui est présent. Mais voilà. Est-ce que M. Marcellet est présent à toutes les rencontres? De mémoire, oui. Puis Mme Beaulieu? De mémoire, oui. Puis
Quel est le niveau d'organisation que vous constatez dans les premiers pas là, de la gestion de la crise? Bien, en fait, j'étais consternée de voir à quel point il n'y avait pas de plan B, C ou D qui avait été élaboré si ça ne fonctionnait pas. C'est comme si c'était sûr que ça fonctionnait, puis là, ça ne fonctionne plus. Ils ne savent pas par où le prendre. Ils ne savent pas comment aller chercher l'information. Ils ne savent pas comment gérer ça. Le plan KO n'avait pas été élaboré. Là. Pas du tout. Je décode, vous dites qu'il n'y avait pas de leadership? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment dépassé. Le PDG, à l'époque, était dépassé par la situation. Puis le président du conseil d'administration? Pas présent. Merci. Puis l'information qu'on vous donne dans ces réunions-là, elle est de quelle qualité? C'est sommaire. Je ne sais pas, c'est des tableaux, mais en même temps, on a besoin d'une information où il faut que ça aille vite quand même, là. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même le portrait, les files d'attente. Donc, c'est encore une fois des napperons. Puis, je suis personnellement allergique aux napperons, là. Je trouve que l'information n'est pas très facile à aller chercher, là. Donc, voilà. Alors, c'est quand même de l'information qui est importante, là. Les services, combien de reprises ont été faits, les temps d'attente. Voilà. Puis l'information qu'on vous donne à ce moment-là, est-ce qu'elle est exacte? Bien, en fait, comme je l'ai mentionné, on challenge parce qu'on n'a plus confiance. Donc, on nous dit que les temps d'attente ont diminué. Puis quand on entend les médias, c'est pas ce qu'on entend. Donc, on va constater, effectivement, c'est pas ce qui arrive. Puis, tu sais, quand on a pris connaissance du rapport de PwC, il y a un endroit dans le rapport où il est indiqué que les gens ont commencé à aller en succursale parce qu'ils entendaient parler que c'était compliqué. Donc, ils ont décidé d'aller, comme, dans le fond, surcharger les sociétés. Mais tu sais, c'est comme ça, pour moi, c'est une information qui est comme totalement de la spéculation, là. C'est comme si on prétendait que les citoyens allaient là pour le plaisir de voir que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes rendu sur les lieux de certaines succursales. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté à ce moment-là? File d'attente énorme, des gens qui attendent. Si c'est des succursales qui sont en centre d'achat, par exemple, les gens sont à terre, assis par terre, ils attendent. Des fois, ils attendent, ils ne sont pas capables d'avoir de rendez-vous. C'est ça. C'est pas conforme à ce qu'on se fait dire. On a parlé, dans le cadre de votre témoignage, de la rencontre du 20 juin. Puis on a parlé également de la suite de courriels qui a eu lieu. Mm-hmm. Dans votre courriel de réponse en juillet, vous dites que, vu que la ministre a parlé des coûts, vous donnez votre aval. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des rencontres de façon générale entre la ministre et quelqu'un d'autre et que vous ne soyez pas au courant? Bien, ça peut arriver. Là. Dans ce contexte-ci, je ne peux pas témoigner. C'est comme si ça serait spéculé. Mais oui, elle a eu plein de rencontres sans moi, là. La ministre a quand même un agenda. Bien, c'est ça. J'espère que la chef de cabinet connaît l'agenda bien, oui, de la ministre. bien sûr. Non, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas toujours à toutes les rencontres. C'est ça mon point. Oui. Puis, comment communique la ministre avec les autres personnes? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Est-ce qu'elle communique que par courriel? Texto, beaucoup. Beaucoup texto. Téléphone. Est-ce que c'est possible qu'elle envoie des textos desquels vous n'êtes pas au courant? C'est possible. Est-ce que c'est possible qu'elle envoie des textos ou prenne le téléphone et appelle M. Ducharme sans que vous soyez au courant? Ça serait surprenant. Dans le contexte de cette période-là, non. Non, par la suite. Je suis en juillet. Bien, comme je vous dis, je serais surprise. Là, c'est vraiment pas... non. Vous avez été fonctionnaire pendant combien d'années? Près de 15 ans. Puis, est-ce que vous avez eu affaire avec des cabinets à ce moment-là? Énormément. Est-ce que vous avez déjà eu à communiquer de l'information à un cabinet? De l'information sensible, absolument. Puis comment est-ce qu'on communique une information sensible? On transmet une note complète avec un contexte, avec une analyse. S'il y a des impacts financiers, on les écrit clairement. Je dis toujours que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Si l'information n'est pas clairement montée, vous savez, dans un cabinet, il y a des milliers de communications par semaine. Texto, courriel, téléphone, on en a sans arrêt. Donc,
si je veux être certaine que l'information soit clairement établie, puis comme moi, comme fonctionnaire, comment je travaillais, c'est que j'envoyais une note. Elle était claire. On convoquait même idéalement le cabinet pour avoir une rencontre pour leur expliquer la situation. Et ultimement, il y avait une demande de signature du cabinet pour autoriser ou non. C'est jamais du fling-flang de courriel ou, tu sais, c'est un courriel, vite, il faut autoriser un appel d'offres, s'il vous plaît. C'est toujours une note officielle avec une signature demandée soit pour décision de la ministre ou soit pour décision du cabinet ou une note d'information. Mais c'est toujours clair que quand il y a une signature, la ministre, elle l'a vu pour vrai, elle l'a signé. Ou moi, bien, si c'est le cabinet, c'est moi, mais c'est jamais, jamais, au grand jamais, comme fonctionnaire, j'aurais passé des décisions aussi importantes sans les monter dans une note officielle. Avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, on a eu des dépassements de coûts de 300 millions. Bien, le ministère, il est venu nous voir, puis il a dit qu'il va y avoir des dépassements de coûts de 300 millions. On a, en travaillant la structure, réalisé qu'il y avait des enjeux majeurs. Mais on les a communiqués à la population. C'est ça aussi notre travail comme directeur de cabinet, comme ministre, de véhiculer les informations, qu'elles soient sensibles ou pas. C'est le travail du politique. Tu sais, avant d'être en politique, on est aussi des... Tu sais, j'étais une fonctionnaire, mais ultimement, je suis une contribuable puis je paye de l'impôt comme tout le monde, là. Fait que j'ai pas intérêt à ce que mon argent soit mal géré, là. Pas du tout. Puis, donc, je comprends de votre expérience, vous savez comment communiquer une information sensible, puis vous savez aussi comment la recevoir. Oui. Quels sont les termes qu'on doit utiliser pour dire qu'un... Puis je ne veux pas vous en mettre dans la bouche, là, alors je vais y aller de façon très générale, pour dire qu'un projet va coûter plus cher que ce qui était prévu. Un dépassement de coût. Il faut appeler un chat un chat. C'est un dépassement de coût. Le projet était de tel montant. Puis avec tout ce qui s'est passé ou avec les problématiques rencontrées, on n'est plus dans le budget. On va avoir un dépassement de coût. Puis on nous informe clairement. Puis, si la ministre, dans le cadre d'une conversation à laquelle vous seriez peut-être pas partie, pas informée, apprend qu'il y a un dépassement de coût, est-ce qu'elle vous en informe? Bien, c'est sûr qu'elle m'en aurait informé. Je veux dire, c'est sûr. Quand elle a appris, à titre d'exemple, puis là, je ne sais pas comment l'information a cheminé, mais pour le pont Louis-Hippolyte Lafontaine, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, est-ce qu'elle vous a informé qu'il y avait un dépassement de coût? On avait une rencontre officielle. En octobre 2023, la sous-ministre adjointe du ministère nous a demandé une rencontre officielle pour nous en parler. Et ensuite, elle a monté la note officielle pour qu'on puisse la lire à tête reposée, mais tout était déjà défini. C'était clair. J'ai pas d'autres questions. Monsieur le commissaire, avec votre permission, j'aurais peut-être une question finalement. Gagnon, oui. Vous pouvez rester à votre place si vous avez une question. Merci, ça m'évite quelques pas. Oui. Alors, je demanderais à monsieur le greffier d'exhiber la pièce P53 P507 à la page 16, s'il vous plaît. Désolée, Mme Quentin, là, c'est contre-intuitif. Je suis derrière vous. Ça sera très bref. Grave. De toute façon, je regarde monsieur le commissaire. Voilà. Ça m'aide à me concentrer. Effectivement, en fait, ça facilite l'exercice. Donc, je reviens à au document que Maître Anger vous a exhibé un peu plus tôt ce matin. C'est les documents qui étaient joints à l'envoi du 19 juin en prévision de la rencontre du 20 juin 2023. Vous avez mentionné en avoir pris connaissance de ces documents-là. Oui. Toujours exact? Oui, absolument. Donc, à la page 16, c'est marqué, et je vous le lis, le fait saillant, budget révisé, frais d'administration consolidé, hausse de 98,9 millions de dollars. 65,5 millions est attribué à la société et a un impact sur le COF. J'ai candidement aucune idée. Les COF. Les COF, c'est les fonds propres de la société. Parfait, merci. La différence a été plutôt au fonds d'assurance. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui est ambigu dans cette diapositive-là? Est-ce que vous pouvez... parce que là, vous montrez la diapositive, mais on pourrait prendre connaissance du document au complet. Non, Mme Quentin... Non, juste... oui, effectivement, je suis d'accord avec Maître Gagnon. Qu'est-ce qui est ambigu sur des... Moi, je vois hausse de 98,9 millions. Frais d'administration initialement prévus, 617,5 millions. Frais d'administration révisés, 716,4 millions. Là, je ne suis pas un fiscaliste ou c'est le budget révisé. Là, mais,
Un budget révisé à la hausse, est-ce que c'est un dépassement de coût? C'est le budget révisé à la hausse de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est en lien relié avec SAC directement. Donc, on est dans des faits d'administration initialement prévus qui étaient de 617 millions, puis à cause de la crise, donc oui, il y a un impact, mais ce n'est pas un dépassement de coût sur l'implantation de la solution. C'est la gestion de la situation exceptionnelle où ils ont dû engager plus de gens, ils ont dû gérer les files d'attente. Il y a eu des heures supplémentaires qui ont été liées au maintien des opérations parce qu'on avait effectivement demandé que les heures d'ouverture soient la fin de semaine, les soirs, pour qu'on puisse servir le plus de citoyens possible. Et à la fin de ce même document-là, il est indiqué que les discussions, les prochaines étapes, sont avec le ministère des Finances, avec le Trésor. Donc, c'est dans le budget global de la société. On n'est pas en lien avec le dossier SACLIC. Dans la même envoi, on parle d'une stratégie contractuelle en lien avec l'Alliance, en lien avec le dossier SACLIC. Et dans la même présentation, on vous parle également, on vous mentionne également un budget révisé à la hausse de près de 100 millions de dollars. Et j'aimerais voir la première page du document, s'il vous plaît, qui est assez révélateur. Prévision budget financière 2023-2027 préliminaire. Qu'est-ce qu'on vous dit de ça au niveau des prévisions financières pour un budget révisé 2023? Qu'est-ce qu'on vous dit de ça? C'est dans la même rencontre que le rapport d'audit de PwC, donc on n'a pas de présentation sur le document en question. OK. J'ai plus de questions, monsieur le commissaire. Merci. Moi, j'ai deux, trois questions qui sont pas mal en lien avec mes futures recommandations. C'est toujours... il s'est passé quelque chose, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? J'ai posé la question tantôt au monsieur du personnel politique, monsieur Dave... j'ai un blanc. Gravel. Je m'en excuse, là, Gravel. Je suis peut-être fatigué, là, j'ai faim. Monsieur Gravel, en termes de transition, là, puis je sais que vous n'êtes pas du politique, mais en termes de transition, là, quand on part d'un cabinet à un autre, mais qu'on est à l'intérieur du même parti, là, dans votre cas, ça s'est passé comment, cette transition-là? Vous, puis après ça, comment ça devrait être? Bien, écoutez, comme je vous dis, moi, c'est ça, vous venez de le mentionner, là, c'était ma première expérience de directrice de cabinet, donc j'avais pas d'historique avant ça. Et il faut savoir aussi que quand on arrive comme cabinet, on est très pris en charge par la machine, tu sais, avec l'administratif. Donc, les j'ai compris que c'est les notes de brefage viennent de la machine. Vraiment, 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 vraiment. Et, donc, à ma connaissance, je ne savais même pas que M. Gravel avait reçu cette note-là. Je ne l'avais pas reçue moi-même. Je n'étais pas au courant. Puis je considère que c'était correct qu'il ne me l'envoie pas parce que tout était ouvert, ça allait bien. Puis il transférait aux bonnes personnes selon les dossiers. Par contre, à ma connaissance, c'est le seul à l'ingénieur qui a fait ça, qui a envoyé une note de transmission du cabinet. Les autres n'auraient pas fait? Bien, en fait, Marc Fréchette, qui est dans notre cabinet, bien, là, je ne suis plus là, mais qui était dans notre cabinet à ce moment-là, puis qui est encore là, lui, mais pas moi, lui était avec nous. Donc, c'est sûr qu'il connaît ses dossiers. Mais sinon, sur les autres dossiers, on n'a pas eu de transfert, on n'a pas eu de document de transfert, à ma connaissance. Comme je vous dis, là, peut-être qu'il y en a eu, mais je dirais que non. Puis, est-ce que dans un même gouvernement, ça devrait se faire systématiquement? Bien, la réponse est oui. Mais moi, je considère, je vous le dis, ça, peut-être j'ai tort, puis vous pouvez me corriger, vous avez le droit, là. Moi, je considère ça hautement problématique. Et le hautement, je le souligne parce qu'effectivement, l'histoire nous aura démontré qu'il y avait de l'information qui aurait dû être transmise. Dans ce cas-là, oui. Puis je pense que c'est important de bien transmettre l'information d'un cabinet à un autre. Puis, tu sais, j'irais même jusqu'à dire, même apolitique, là, tu sais, pour l'intérêt du public, là, on s'entend qu'on pourrait se transférer des dossiers, là. Après ça, on fait ce qu'on veut avec, mais moi, c'est sûr que j'ai quand même cette préoccupation-là. Mais honnêtement, ça va tellement vite. Tu sais, quand je suis arrivée en poste, c'était des heures de 4, c'était des 90 heures par semaine, c'est du non-stop, c'est des urgences tout le temps, puis tout le monde de partout t'interpelle. C'est la même chose pour les conseillers. Donc, je pense que tout le monde est un peu pris dans sa tempête. Puis mais est-ce que votre commentaire est bon? Oui, je pense que de l'extérieur, c'est très difficile de voir ça, mais c'est vraiment, vraiment ultra rapide. La pression est forte déjà en partant. On a beaucoup de pression. Les journalistes ont des questions. C'est normal, là. C'est tout un équilibre, un écosystème important.
Mais effectivement, ça aurait pu être plus précis. Parfait. Puis je vais vous laisser le mot de la fin. Puis quand même, vous êtes... puis vous allez comprendre que dans tout ça, on a des dirigeants d'organismes, donc des PDG, un poste que vous occupez maintenant, du personnel politique, conseil d'administration. Je pense que vous, en tant que PDG, vous avez votre propre conseil d'administration également. Est-ce que vous avez des recommandations à faire à la commission, justement pour améliorer les choses? Et mon Dieu, j'en aurais beaucoup, mais là, on va aller dîner. De façon très succincte, les meilleurs. Mais sincèrement, il faut aussi comprendre que le politique n'est pas en chicane avec l'administratif. C'est un mariage, là. Il faut travailler ensemble. On n'a pas le même rôle. On marche ensemble sur la ligne, t'sais. Mon mentor me disait tout le temps, il faut que tu marches sur la ligne. Le soir, il faut que tu te couches puis tu dormes dans le temps que j'étais fonctionnaire. Puis c'est la même chose que quand tu es en politique. Ce qui est important, là, c'est que si un politicien décide qu'on s'en va dans telle direction puis que c'est ça, bien, il faut que l'administratif te dise « Ouais, mais là, si on va là, ça se peut que ça prenne plus de temps. Ça se peut qu'on soit obligé de couper court dans des doigts, des règles, des procédures. » Mais il faut être conscient que c'est ça le rôle de l'État. Puis honnêtement, pour moi, c'est sûr que les politiciens sont toujours les plus regardés, les plus écoutés. Ils ont une chaleur énorme. Ils sont imputables. Ils sont imputables, mais les fonctionnaires devraient être imputables aussi. Un PDG d'organisation devrait être imputable. Un vice-président devrait être imputable. Un conseil d'administration devrait être imputable. On travaille pour la fonction publique. C'est l'argent des contribuables. C'est notre argent qu'on gère. Tu sais, on peut être des intrapreneurs dans l'État, là. Puis moi, c'était ça qui me rendait fière d'être fonctionnaire. Je suis une amoureuse de la fonction publique. J'adore mon poste actuellement, mais pour moi, la fonction publique, c'est sacré. Mais il faut faire notre travail comme il faut. Puis il faut travailler les mains dans la main. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, M. le commissaire. Bonne continuation. Merci. Merci. Je vous libère. Donc, peut-être, je vois le procureur-chef qui ne veut pas me parler. Alors, Palais Dîner, on recommence à 2 heures. Merci. Merci.